personnalité, aussi importante soit-elle, et qui fait autant de bien à la société israélienne, peut aussi en privé être un criminel et peut-être ici dans ce cas un prédateur sexuel. Plusieurs dizaines de témoignages de femmes, d'hommes et d'enfants contre Yehuda Meshizav depuis les révélations faites par le Haaretz la semaine dernière. Le fondateur de l'organisation Zaka, présenté comme un véritable prédateur sexuel. Pour décrypter cette affaire, nous sommes ce matin avec le journaliste Michael Blum. Michael, bonjour. Bonjour Olivier. Merci d'être avec nous ce matin. On va essayer de décrypter un peu, de comprendre un peu plus cette histoire, ou du moins ce qu'on connaît de cette affaire de Meshizav. D'abord, quelques mots sur Yehuda Meshizav, Michael. Alors, Yehuda Meshizav a grandi à Mea Shearim, dans la partie la plus radicale des ultra-orthodoxes, a été longtemps considéré comme un extrémiste contre l'État, contre les institutions de l'État, jusqu'en 1989, où suite à un attentat, le bus 405, et s'est rapproché de la société israélienne et a fondé l'association, l'ONG Zaka, qui au début s'est beaucoup occupée, donc, et jusqu'à aujourd'hui, des corps des victimes. Mais est devenue aussi une association, un service de secours, d'urgence. Ouais. Et avec les années, en 2003, Yehuda Meshizav a reçu l'honneur d'allumer une torche à Yom HaAtzmaut, au jour de l'indépendance, et était ces dernières années, jusqu'à donc à sa nomination, l'obtention du prestigieux prix d'Israël, devenu une personnalité, un symbole dans l'État d'Israël, du rapprochement possible entre la société israélienne et le monde haredi. Ces dernières années, ses deux fils sont entrés à l'armée, dans les unités combattantes, et il a été de plus en plus apprécié, et à part des minorités, on va dire, dans le monde ultra-orthodoxe, de ceux justement qu'il avait quittés, et de ceux qu'il a critiqués, il était devenu une personnalité extrêmement populaire en Israël. Le décès de ses parents, l'un après l'autre, et de son frère, du Covid-19, a rajouté, on va dire, quelque part à sa popularité, et on l'a beaucoup vu, beaucoup entendu, et surtout parce qu'il a beaucoup critiqué justement les rabbins et les parties du monde ultra-orthodoxe qui refusaient la vaccination. Voilà, il était considéré, on va dire, comme une sorte de passerelle entre le monde orthodoxe et la société israélienne, on va dire, laïque. Et puis donc, la semaine dernière, donc je crois que c'est jeudi ou vendredi, le Haaretz a fait des révélations, en tout cas avec certains témoignages anonymes, en tout cas, de personnes qui ont été attaquées vraisemblablement par Meshizav. Ce sont donc en tout cas les premiers témoignages qui sont apparus dans la presse israélienne. Ah voilà, Haaretz publie une enquête la semaine dernière dans l'édition du Shabbat, l'édition du week-end, avec 6 personnes anonymes qui accusent Meshizav donc d'agression sexuelle, et il s'agit de femmes, d'hommes et d'enfants qui auraient été agressés au fil des années. Les faits les plus anciens remontent il y a 40 ans, et l'affaire paraît tout de suite fait un bruit énorme en Israël, dans les médias, partout. Meshizav tout de suite annonce qu'il va se battre pour prouver son innocence, mais dès dimanche annonce qu'il ne recevra pas il renonce au prix d'Israël, et il renonce provisoirement, en tout cas, il se met en congé de son poste de président de Zaka. L'information la plus importante, c'est ce qui est arrivé hier soir, c'est-à-dire que la police a annoncé l'ouverture d'une enquête criminelle pour vérifier les allégations de Haaretz, et que depuis, les réseaux sociaux, les médias apportent de nouveaux témoignages, toujours anonymes, de plus en plus de personnes, et aussi, ce qui est quelque part assez choquant, de nombreuses personnes qui disaient « nous le savions, on le savait, on l'a toujours su ». Alors ça, on va en parler dans quelques instants, de ces rumeurs qui circulaient dans ce monde, donc justement concernant Meshizav. On va parler aussi de ces témoignages. Pour le moment, ce sont des témoignages tous anonymes, ce qui va peut-être rendre l'enquête un peu plus difficile. Voilà, on ne sait pas dans quelle mesure ces personnes qui ont témoigné de manière anonyme face au journal seront prêts à témoigner. Il faut aussi ne pas oublier que pour des faits qui se sont commis il y a 40 ans, ou même il y a plus de 20 ans, il y a prescription, donc ils ne pourront pas non plus ouvrir on peut pas inculper quelqu'un pour une faute sur laquelle il y a prescription.
si les témoignages plus récents, selon certains médias, Ynet a rapporté de nouveaux témoignages hier, amènent des faits nouveaux, plus récents. Alors peut-être que la police pourra offrir une enquête sur ces faits plus récents. Alors, si c'est vrai qu'au début, lorsque le Haaretz a commencé à publier ces informations, certains ont mis en doute la véridicité de ces témoignages. Aujourd'hui, il semble vraisemblablement que c'était une façon d'agir de Meshizav. Alors, j'ai pas moi-même fait d'enquête pour savoir si c'était sa manière d'agir. On sait que Meshizav est un homme qui a beaucoup de puissance, beaucoup d'argent et beaucoup d'influence auprès des grands de ce pays. On sait que lors des cérémonies qu'il a organisées, les hommes politiques, les ministres, il a reçu beaucoup de prix dans le passé, mais aussi les dirigeants de la police. Ouais. Il était très proche était très proche de tout le monde finalement. Son organisation a été reconnue par l'ONU, il faut le rappeler aussi. Exactement, c'est-à-dire qu'il ne s'agit pas juste d'une personnalité locale, c'est devenu presque une personnalité à un niveau international, un symbole d'Israël, un symbole de la réconciliation, vous l'avez dit, une passerelle entre deux mondes. Donc, à quoi cette enquête va mener, on ne sait pas, sur le plan criminel et sur le plan juridique, judiciaire, mais dans quelle mesure cette affaire fait du mal à la société israélienne, une personnalité qui est reconnue y compris par ceux qui l'accusent, on le voit dans les témoignages de Haaretz, que Meshizav, personne ne dit qu'il n'a pas fait beaucoup de bien à des milliers et des milliers de personnes dans ce pays. Mais la leçon qu'on pourrait en tirer, pour l'instant en tout cas, c'est que le monde, si on peut dire, n'est pas en noir et blanc, quoi. Il y a beaucoup de gris, et qu'une personnalité aussi importante soit-elle et qui fait autant de bien à la société israélienne peut aussi en privé être criminel et peut-être ici dans ce cas un prédateur sexuel. Alors, comme vous l'avez déjà dit, il y avait déjà des rumeurs qui existaient autour de ce que est soupçonné Meshizav, des rumeurs donc d'attaques sexuelles, des rumeurs qui étaient, selon certains témoignages, même arrivées jusqu'à la police, et pourtant personne n'a vraiment agi. Est-ce que vous arrivez à le comprendre? Justement, c'est très choquant, mais c'est pas la première fois. À de nombreuses reprises ces dernières années, on a vu des criminels sexuels où soudain les affaires sortaient et on entend des gens qui disent ah bah oui, on s'en doutait, on le savait, on avait déjà entendu ces histoires. C'est en fait extrêmement choquant que des gens qui savaient que cet homme, ou pour d'autres affaires, cet homme donc présumé innocent toujours, mais comment on peut se taire face à des agressions aussi graves? On parle ici de pédophilie, on parle d'agressions sexuelles contre des mineurs pendant des années. Comment ces gens ont pu se taire? En tout cas, donc cette enquête a été ouverte. Je suppose qu'on va encore parler encore longuement de cette affaire dans la presse israélienne et dans la société israélienne. Est-ce que vous pensez que ça risque d'avoir une influence justement sur le fait, comme vous avez dit, que Meshizav était une personnalité connue, c'est une sorte de passerelle entre le monde laïque et le monde orthodoxe. Qu'est-ce que vous pensez que ça va avoir une incidence justement sur ces relations entre ces deux mondes? Alors, il y a une crise en ce moment, on l'a vu avec les propos d'Avigdor Lieberman ces derniers jours aussi, entre le monde ultra-orthodoxe et la crise du coronavirus a accentué cette crise aussi entre le monde ultra-orthodoxe et le monde, disons, non orthodoxe en Israël. Néanmoins, il y a des changements qui se sont faits au fil des années, dont Meshizav a été l'un des moteurs. Ces changements vont rester, c'est-à-dire qu'il y a de plus en plus de ce qu'on appelle les orthodoxes modernes, de plus en plus de personnes du monde orthodoxe qui vont vers l'armée, vers le monde du travail, vers le monde plus moderne. Et je ne crois pas que ça va faire reculer, on ne va pas revenir en arrière. Il y a eu des changements dans la société. Meshizav a été peut-être le premier instigateur de ces changements il y a une vingtaine d'années au sein de la société israélienne. Mais ces choses vont rester, on ne peut pas revenir en arrière. Personnellement, comment vous avez réagi à ces informations? Alors, vous le savez, Olivier, on en a parlé. Je connais bien Meshizav, j'étais en contact avec lui comme journaliste et
et parfois un peu plus. Au fil des années, j'ai été invité au mariage de ses enfants. J'ai été très touché par le décès de son frère et de ses parents. J'étais en contact avec lui jusqu'à il y a quelques jours, jusqu'à la publication de cette affaire. Ça fait très mal, c'est de savoir que quelqu'un qu'on connaît depuis des années, qu'on côtoie et qu'on admire, parce que c'est vrai, j'avais beaucoup d'admiration pour Yehuda Meshizahav, pourrait être un criminel, un prédateur sexuel. C'est extrêmement choquant. Et s'il est innocent, j'espère qu'il pourra le prouver. Et s'il est coupable, j'espère qu'il sera jugé avec la plus grande sévérité. Ouais, j'ajouterai aussi que j'ai rencontré il y a quelques semaines Meshizahav pour une interview, pour un face-à-face sur Studio Kalita. Et j'avais trouvé aussi un personnage vraiment extraordinaire, hors du commun pratiquement, qui a été... et ça n'empêche pas, comme vous l'avez dit, bien entendu, ça n'enlève en rien à ce qu'il a fait, bien entendu, le bien qu'il a fait autour de lui grâce à cette organisation Zaka, mais c'est bien entendu, ça entache quelque peu aussi cette personnalité. Et comme vous l'avez dit, on espère que justice sera faite. C'est en tout cas ce qu'on va conclure comme ça. Michael, merci beaucoup d'avoir été ce matin avec nous. Avec plaisir, Olivier. Et bonne journée à vous et on se retrouve très bientôt sur Studio Kalita.